L'objectif est qu'à l'horizon 2030, il n'y ait plus de contamination par le VIH en France et dans le monde. Aujourd'hui, on sait que malheureusement, le nombre de personnes dépistées par le VIH reste stable au cours du temps. C'est-à-dire que malgré des campagnes de prévention, nous n'arrivons pas à augmenter le nombre de personnes dépistées précocement pour les mettre sous traitement et éviter que le virus continue à être transmis. En France, environ 25 000 personnes, voire plus, vivent sans connaître leur statut et donc sont potentiellement contaminants et au titre personnel évoluent vers la gravité de la maladie qu'est le sida. Un autre point extrêmement important dans cette cascade de soins qui est le dépistage après l'infection suivi de la mise en route de traitement, c'est que le temps entre l'infection et le dépistage est en moyenne 3 ans en France. C'est-à-dire que 50% des gens qui sont découverts avec le VIH ont passé 3 ans sans traitement depuis leur infection. Pendant cette période, la maladie évolue et également les transmissions restent effectives. Il est donc extrêmement important d'intensifier les campagnes de prévention, favoriser les outils qui marchent contre l'infection, contre les transmissions, et également innover pour toucher les populations les plus à risque de transmission. La vie avec le VIH s'est considérablement améliorée puisque depuis 40 ans, grâce au progrès thérapeutique, l'espérance de vie d'une personne dépistée précocement est équivalente à celle de quelqu'un qui n'est pas porteur du virus. De plus, aujourd'hui, les traitements se sont simplifiés par rapport aux premières trithérapies qu'on a connues dans les années 90. Aujourd'hui, on a des traitements très simples. La plupart des patients prennent un comprimé par jour, voire un comprimé pas forcément tous les jours de la semaine, voire une injection tous les 2 mois. Donc on a vraiment simplifié et allégé les thérapeutiques. Elles sont aussi beaucoup mieux tolérées, avec moins d'effets secondaires au quotidien et moins d'effets secondaires à long terme, ce qui est très important pour l'espérance de vie long terme. Et puis aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH vit comme vous et moi, elle travaille, elle a une vie de famille, elle peut faire des enfants, elle est insérée. Et ce qui rend la vie avec le VIH difficile aujourd'hui, c'est le regard de la société qui lui a changé beaucoup moins vite que nos progrès thérapeutiques. Un des messages clés dans la prise en charge du VIH à l'heure actuelle est I égale I, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la charge virale des patients qui sont mis sous traitement de manière efficace n'est plus détectable dans leur sang, ce qui veut dire que ces personnes ne contaminent plus. Cela a des conséquences directes dans la vie des patients, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une vie affective tout à fait normale et avoir des enfants de manière tout à fait normale. Cette révolution dans la prise en charge des patients ne date pas d'hier, mais a nécessité du temps pour qu'elle soit admise sur le plan scientifique et encore beaucoup plus de temps pour qu'elle soit admise par l'ensemble de la communauté. La sérophobie, c'est la discrimination des personnes vivant avec le VIH en raison de leur statut sérologique. C'est le fait de ne pas les traiter de la même façon que les autres personnes. Et malheureusement, cette sérophobie existe aussi et encore dans le milieu de soins. La sérophobie existe malheureusement encore aujourd'hui dans le milieu de soins. Elle se traduit par des prises en charge différentes pour les personnes vivant avec le VIH qui peuvent prendre la forme de mesures de protection d'hygiène excessives et stigmatisantes, de plages horaires dédiées pour les prises en charge, voire même de refus de soins ou de rupture de confidentialité. Le personnel soignant a peur d'être infecté par le VIH pendant les gestes médicaux ou paramédicaux. En réalité, ce risque en 2022 est quasi nul, étant donné que plus de 90% des personnes vivant avec le VIH ont une charge virale indétectable. Ainsi, la plupart des accidents d'exposition au sang aboutissent à une absence de traitement, étant donné que la personne source n'est pas infectante. Ceci est une révolution qui date de quelques années et elle n'est malheureusement pas encore suffisamment connue par le personnel soignant et aboutit à une sérophobie. Nous allons maintenant laisser la parole à des patients qui ont été victimes de cette sérophobie et qui ont bien voulu nous partager leur expérience. En ce qui me concerne, moi j'ai appris ma séropositivité il y a 10 ans. Et suite à l'annonce de ma maladie, j'ai dû effectuer des soins dentaires assez importants. Donc je me suis adressé à un dentiste libéral, donc en ville,
Ce dernier m'a demandé si j'avais un traitement en cours. Donc je lui ai répondu que oui, donc je lui ai dit de quoi il s'agissait, et de ce fait, le praticien n'a pas voulu me prendre en charge. Donc il y a eu, ça s'est très mal passé, donc moi j'ai pris mes clics et mes claques, donc je suis parti. Et c'était assez violent, je me souviens, et en répondant que je n'avais pas la peste. Voilà, donc ça s'est traduit comme ça, donc de façon très violente. Alors suite à ça, donc les soins étaient quand même nécessaires. Donc je me suis renseigné, je pense qu'à l'époque c'était une plateforme téléphonique, où là on m'avait conseillé de me rapprocher de la faculté dentaire pour effectuer justement ces soins. Donc ayant vécu cette expérience comme traumatisante, c'était traumatisant pour moi. Je me suis rapproché de la fac où là j'ai pu effectuer mes soins correctement. Bah, disons que à l'époque, j'avais trouvé ça inadmissible de la part d'un professionnel de santé, dans la mesure où justement ce sont ces personnes-là qui doivent être le plus ouvert possible, et donc le moins discriminant possible. Donc maintenant, le message que je souhaiterais faire passer, c'est qu'on ait moins d'a priori et de moins de jugement surtout en étant indétectable, a fortiori, et puis de moins stigmatiser les gens. D'accord. Ce serait mon message que je ferais passer. Alors j'espère que ça évolue, mais ça va vraiment très, ça va crescendo, mais vraiment à petits pas. Eh bien, moi, je vais peut-être vous citer le cas en fait qui m'est arrivé au niveau des dentistes. J'ai tout de suite été honnête avec le dentiste. J'ai tout de suite dit que j'avais un traitement à base de VIH, enfin contre le VIH, et du coup, il n'y a pas eu de refus dès le départ. Il y a eu une prise de soins, mais on m'a signalé que du fait que je sois en fait traité VIH demandait en fait des nettoyages plus approfondis des ustensiles, du siège, de tout ce qui tournait autour de l'exploitation du métier. Et donc on m'a dit à ce moment-là, prenez des rendez-vous, faut prendre des rendez-vous soit en fin de matinée, soit en fin de journée. Bon, je n'ai pas été contre, parce que je peux comprendre ça très bien. Maintenant, ça m'a un petit peu étonné qu'on me fasse cette remarque. Et puis, donc, ça a duré 3-4 fois à peu près. Puis au bout de la 5e fois, il y avait des vacances, je crois, qui se sont passées, quelques semaines, et j'ai voulu reprendre rendez-vous. Et là, on m'a dit, mais non, monsieur, finalement, on peut pas continuer les soins avec vous parce que, eh bien, le temps de nettoyage est trop long pour nous suite à votre passage, et voilà, ça décale les rendez-vous et c'est pas gérable dans le cadre de notre cabinet. Là, mon ressenti immédiat, c'est de me dire, est-ce que je vais retrouver un dentiste? Parce que finalement, je me suis dit, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Est-ce qu'ils ont tous la même réaction? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes consignes de nettoyage? Auquel cas, je vais être un peu difficilement, je vais difficilement me traiter. Et donc c'est pour ça que je me suis tourné aussi et j'ai été voir aussi l'Institut dentaire, donc justement pour essayer de continuer mes soins, puisque c'était de la parodontologie aussi, surtout un petit peu. Et voilà, donc, voilà, ma réaction, c'est que ça a été, est-ce que je vais continuer à pouvoir être soigné? Je crois que c'est surtout l'information, la qualité de l'information qu'il faut leur donner sur effectivement ce que c'est que le VIH, comment se propage la maladie et surtout quels sont les gestes peut-être inutiles quelque part ou qui entraînent en fait la discrimination du patient du fait qu'on le met dans une situation où il doit faire un choix de partir. Voilà, de partir. C'est là que ce choix-là, il doit quitter le cabinet, il ne doit plus rester.
Alors moi, ce qu'il y a de... Moi, j'accepte pas cette maladie. Alors pas tellement bon, pour moi aussi, hein, mais pour ma fille, parce que j'ai contaminé ma fille, qui a 22 ans. Et cette saloperie, en plus, ça lui a causé un handicap moteur. Hein. Donc j'ai une fille extraordinaire. Elle est née le 12 août 2000. On m'a appelé le 16 août 2000 à l'hôpital. Puis il me convoque, il me dit, parce que moi j'ai accouché, j'ai dû rentrer très vite à la maison. Il était en pré-mort, on me convoque à l'hôpital. Vous connaissez le sida? Ouais, bah vous l'avez. Vous avez contaminé votre fille. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Je suis en couple. Mais c'est quoi ce cauchemar? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, madame, c'est ça quand on fait n'importe quoi. Je dis, je suis en couple. C'est quoi? Le monde s'écroule. J'avais 31 ans, ma vie s'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me... C'est une erreur. On me met dans une pièce sans fenêtre, toute noire, on allume un petit néon, et je vois arriver une infirmière en scaphandre. Vous voyez une tenue de cosmonaute? Ben ça. Et elle me pique, elle me fait mal. Elle n'arrive pas à me piquer, elle a peur de me piquer. On va faire d'autres examens plus approfondis. Elle me blesse le bras, elle me fait une vénite, enfin c'est horrible. Et elle me parle pas. Moi je pleure, je me dis mais j'ai pas un mot, j'ai pas un geste, j'ai rien. J'ai mon bébé au prémol, je dis mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? C'est pas possible. Et elle me dit ah ben c'est ça la drogue, à force de se piquer, on peut plus faire de prise de sang après. Et j'ai dit mais madame, je ne suis pas une toxicomane. L'horreur. L'horreur. On a mis dehors ma petite fille des Prémont, on m'a dit bah maintenant il faut aller à Lille, parce que nous on la gardera pas. Et puis je suis arrivée à Lille et là j'ai rencontré le docteur Bazingue qui n'exerce plus maintenant, hein, infectiologue, immunologue, et là ça a été un autre monde. Mais pendant 3 ans j'ai dit qu'elle a eu des gros problèmes. Donc tant qu'on était avec nos médecins référents du VIH, qui étaient donc formés, ça allait. Dès qu'on sortait de notre confort avec nos médecins référents qui sont spécialisés dans la maladie, on était à nouveau confrontés. Moi, j'étais confrontée à des regards. Vous savez, des regards qui disent peut-être elle est prostituée, peut-être elle est toxicomane, peut-être. On le ressent. On ne nous le dit pas directement parce qu'ils n'ont pas le droit, mais ils nous maltraitent. Moi, j'ai eu des prises de sang où j'avais plus de bras, où on me piquait 22 fois, parce qu'on n'arrivait pas à me piquer, on mettait 3 paires de gants. Comment voulez-vous après faire une prise de sang à quelqu'un avec 3 paires de gants? Il n'y a plus de sensibilisation, on ne sent plus les veines. Des masques, alors ça on en a eu des lunettes. C'est-à-dire qu'on n'est même plus... là, on est même... je me disais, mais... Je revenais de Lille souvent, quand j'avais eu des mauvais rendez-vous avec des mauvais patients. J'avais mon petit bébé dans la voiture. On habite à Rassin, donc l'île Arras. Sur l'auto, je vais me foutre sur un camion. On va mourir, on sera tranquille. Envie de mourir, oui, parce qu'on est maltraité à l'hôpital. Parce que les soignants deviennent des bourreaux et deviennent des maltraitants. C'est honteux, c'est une honte de pointer du doigt. Et même si j'avais été toxicomane, et même si j'étais prostituée, qui mérite d'avoir cette cochonnerie? Qui mérite ça? Personne ne mérite ça. Pourquoi on devient toxicomane? Pourquoi on est prostitué? Nous auscultons dernière aussi. C'est-à-dire qu'il y a un tour de garde. Vous êtes ausculté en dernier parce qu'on ne sait jamais, on va vous parler. Par contre, vous allez refiler à tout le monde. Mettre des panneaux. J'ai été hospitalisée pour une colite. J'avais une chambre tout au bout du service avec des panneaux. Risque infectieux, des trucs, mettez des gants, des surchaussures, des surblouses. Il y a de ça 3 ans à l'hôpital. D'information, alors ça c'est quand même incroyable, oui. C'est quand même dingue. Ils font des études de médecine ou des études d'infirmier et ils n'ont pas de formation. Alors ça, l'un des bras m'en tombe quand même, mais il y a un manque d'humanité, il n'y a plus d'humanité.
oui, j'ai déjà eu de la sérophobie parce que j'ai été opérée à de nombreuses reprises. Puis une infirmière était très mal à l'aise à chaque fois de venir. Et un jour, elle m'a dit je dois vous avouer quelque chose. Ah non, elle me tutoyait. Je dois t'avouer quelque chose. Je me allez-y. Bah, j'ai peur de l'attraper. J'ai commencé à l'attraper. Bah, j'ai su que vous étiez atteinte du VIH, enfin que je étais atteinte du VIH. J'ai dit non mais ça va pas. J'ai dit non mais en plus vous avez des gants, enfin puis je lui ai dit ça se passe pas comme ça, du coup c'est moi qui lui ai fait la leçon. Pendant une demi-heure, je lui ai expliqué que non, que je pouvais avoir des rapports sexuels, voilà, qu'il n'y avait aucun danger, que... Je me dis, vous l'avez attrapé comment? Parce que vous arrivez à avoir des rapports sexuels alors que vous êtes handicapé? Et je lui dis, alors oui, puis il y a plusieurs types de contamination, mais oui, je peux avoir du sexuel. Et encore une fois, c'est très mal posé comme question. Blessé, ça peut traumatiser, ça peut... Il y a des personnes sensibles et fragiles. Je lui dis la prochaine fois, taisez-vous. Parce que vous dites ça à quelqu'un qui le vit super bien. Mais ma maman, elle aurait été là, ça lui aurait fait un coup de couteau dans le cœur. Parce que vous savez pas la personne, comment elle le vit en face. Et ça ne se dit pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, pas de souci. Mais il y a des manières de le dire. Vous avez peur de l'attraper. Maintenant, on a quand même Internet, tout ça, il faut aussi vouloir évoluer. Il y a aussi ce côté-là où les gens veulent pas trop en parler, comme ça n'existe pas. Mais ça existe. Mais c'est très grave, c'est en 2020. C'est très grave, en 2020, nous devons encore expliquer à des soignants. Je pense que c'est pas aux patients d'éduquer les médecins. Mais il faudrait que régulièrement ça soit mis à jour. Qu'il y ait des formations, ou je ne sais trop quel moyen, mais moi je sais que autour de moi, à mon échelle, j'éduque les gens.